Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Samedi 7 mai 2022, bonsoir amis fidèles de la RPA, bienvenue à ce journal qui aura pour principales articulations les points suivants. Cinq jours après l'attaque de El Shabab sur une des positions tenues par les militaires burundais, les corps des militaires tombés sur le front n'ont toujours pas été récupérés. Les chances que les familles des disparus puissent inhumer les leurs dignement s'amenuisent, car certains auraient déjà été enterrés par les rebelles Shabab. Le 7 mai de chaque année, le monde entier célèbre la journée dédiée aux orphelins du sida, des orphelins qui aujourd'hui semblent oubliés. Vous aurez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également du calvaire que vit une centaine de familles sinistrées par la catastrophe naturelle de 2019, surtout en ce qui est du logement. Voilà pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Bonsoir. Débutons ce journal par cette page sécuritaire où un policier est mort ce vendredi sur la colline Kagwema en commune Gihanga de la province Bubanza. Les informations en provenance de la dite colline indiquent que la victime se serait suicidée en se tirant une balle avec sa propre arme de service. Selon ses collègues, il présentait des signes de dépression depuis un certain temps. Sécurité toujours. Des militaires burundais du 61e bataillon ATMIS sont dans la tristesse et la consternation sans précédent. 5 jours après l'attaque des rebelles Al-Shabaab sur la base militaire du contingent burundais, les corps des victimes ne sont pas encore récupérés car la localité reste toujours sous le contrôle de ces terroristes. Les informations en possession de la RPA indiquent que certains cadavres seraient déjà enterrés par les mêmes rebelles. Le point avec Emmanuel Nyongeko. Là où ils sont rassemblés dans la localité de Militigou, les militaires burundais du 61e bataillon ATMIS ne savent pas à quelle fin se vouer. Ces rescapés de l'attaque des rebelles Al-Shabaab perpétrée sur la base militaire à Serebaraf dans la matinée du 3 mai de l'année en cours regrettent de leurs frères d'armes tombés sur le champ de bataille et dont les corps ne sont pas encore récupérés. Cela est dû au fait que la localité est toujours sous le contrôle de ces terroristes. Un des militaires burundais témoigne. Les Al-Shabaab ont tenu le coup puisque ces proches de la population, ils se réfugient dans la population. Ils lui refusent même de fuir et elle devient leur bouclier. L'intention est de nous empêcher de tirer car nous pourrions tirer sur cette population et ça devient un problème. Les chefs sont en train de réfléchir sur la situation mais aucun cadavre n'a été récupéré et c'est catastrophique. Nous voyons les blessés qui, pour le moment, sont en train d'être soignés et aussi les rescapés. D'autres, on ignore leur sort. Même les hélicoptères militaires ont tenté à plusieurs reprises de déloger ces rebelles Al-Shabaab, mais sans succès. Le commandant de ce 61e bataillon, le lieutenant-colonel Nestor Ndairagije, SS 1037 de la matricule, issu de la 33e promotion des officiers Al-Iskam, et lui aussi sans trace. Des sources concordantes font savoir qu'il serait parmi plusieurs militaires tués. De plus, ces militaires du 61e bataillon ont peur d'être attaqués de nouveau à Militigou, sans toutefois pouvoir se défendre, dans la mesure où, mis à part leur effectif insuffisant, toute leur logistique a été saisie. Lorsqu'ils ont tiré et que les militaires ont été délogés, les éléments de Al-Shabaab ont pris tout objet à leur passage, y compris les munitions qu'ils ont embarquées à bord de leur véhicule. 2 armes lourdes ont été brûlées, peut-être parce qu'ils ne savaient pas comment les manipuler. Ils s'étaient d'abord repliés, croyant peut-être qu'il allait y avoir une intervention rapide. Et comme ça n'a pas été le cas, ils sont revenus pour occuper la place.
Les familles qui, jusqu'à présent, n'ont aucune nouvelle de l'heure sont dans une très grande consternation. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre le général de brigade Erindi Zigiye Dimuzinga, commandant du contingent burundais en Somalie, pour recueillir sa réaction. Nous avons également contacté le colonel Floribert Biyereke, porte-parole de l'armée burundaise, mais il n'a pas daigné décrocher son téléphone portable. Parlons à présent société où les difficultés liées au logement pour plus de 100 ménages sont signalées au site de Guicheke, situé en zone Yamakarabo de la commune Mugina en province Chibitoke. Actuellement, les maisons qui avaient été construites à s'est déplacées après une catastrophe naturelle qui s'est abattue sur eux en 2019 sont en très mauvais état. C'est un reportage signé Elos Divin Remesh. Elles sont évaluées à 250 familles qui vivent actuellement au site d'Ogisheke en zone Yamakarabo. Certaines familles vivent dans des maisons qui, d'un moment à l'autre, vont s'écrouler. Cet habitant précise que plus de la moitié des 250 familles sont confrontées à des difficultés liées au logement. 164 maisons sont en mauvais état et comme ils n'ont pas d'autre choix, les gens y vivent encore. Les murs de ces maisons sont presque détruits. Les habitants ont essayé de mettre des feuilles sèches de bananiers pour pouvoir y rester. Par rapport à ces problèmes liés au logement, ces habitants révèlent qu'ils sont incapables financièrement d'en trouver une solution, d'où ils demandent de l'assistance auprès des bienfaiteurs. C'est un problème sans solution pour les habitants du site de Guicheke. Pour ce, nous demandons vraiment qu'il y aurait des personnes généreuses qui viennent en aide à ces déplacés. Ils ont besoin de maisons construites en matériaux durables. Le site de Guicheke abrite les déplacés originaires de la colline Nyemhundu, victimes d'un glissement d'une montagne survenu en décembre 2019. À cette époque, suite à de fortes pluies, les habitants avaient tout perdu. Vous saurez que les déplacés du site de Guicheke se heurtent à d'autres problèmes, mis à part ceux liés au logement. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Elos Divin Remisha. Et puis les élèves et écoliers de la ville de Bujumbura font actuellement face à des difficultés liées au déplacement suite au manque de bus de transport qui s'observe dans cette ville. Une grande partie d'entre eux indiquent qu'ils paient le double du ticket de transport pour pouvoir arriver à temps à leurs établissements scolaires. Elos Pizera nous en dit plus. Le manque de bus constitue une entrave au déplacement des élèves, écoliers et étudiants dans la ville de Bujumbura vers les écoles ou les universités qui fréquentent. Comme l'indique certains d'entre eux, ils sont souvent contraints de payer des fois le ticket officiel de transport. Ils précisent que ceux qui parviennent à réunir cette somme le font pour ne pas manquer de bus et ne pas être en retard. Cet élève qui habite la zone Ngagara de la commune Nahangwa nous parle des difficultés auxquelles elle est confrontée le matin pour aller à l'école. Quand nous allons à l'école depuis Ngagara, souvent les conducteurs de bus nous demandent de payer les frais de transport d'abord pour arriver à la route dite dorsale. On est donc obligé de payer cet argent car on ne peut pas trouver d'autres bus et ensuite de payer également pour le trajet de la dorsale au centre-ville. Ces élèves et étudiants font également savoir que bon nombre d'entre eux qui n'ont pas suffisamment de moyens financiers se retrouvent dans l'obligation de se rendre à les établissements à pied, d'où ils enregistrent des retards de façon répétitive. Souvent, on va à l'école à pied quand on n'a pas d'argent. Vous comprenez que la plupart des personnes qui viennent des quartiers périphériques parcourent de longues distances pour arriver au centre-ville. Des fois, les conducteurs nous font même descendre des bus chemin faisant, arguant qu'ils veulent aller s'approvisionner en carburant et nous sommes de se déplacer à pied. Ce n'est pas du tout facile. Les élèves et étudiants de la capitale économique du pays, Bujumbura, indiquent que ces retards sont rigoureusement sanctionnés par les enseignants. Ces derniers leur disent qu'ils doivent soit se relever de bonne heure ou déménager à proximité des établissements scolaires, précise-t-il toujours. Ils demandent donc aux autorités publiques de les aider à diminuer les charges liées au transport en remédiant à cette carence de bus de transport consécutive à la pénurie de carburant. Merci à toi, Eloge Kwizera. De Bujumbura, cap sur Gitega, où la pénurie du carburant envenime davantage la situation de précarité au sein de la population de cette capitale politique. Ici, l'on citerait les détenteurs de petits restaurants qui ne bénéficient plus de la clientèle comme d'habitude, une situation qui fait qu'ils ont du mal à faire vivre leur famille. Yari Kinyonzima, reportage.
10 endroits de lavage de véhicules et motos sont localisés dans la ville de Gitega, un métier entretenu par plus ou moins 300 personnes. Dans certains de ces endroits, ceux qui exercent le petit commerce, ils sont créés de petits restaurants. Leur clientèle est en grande partie des nettoyeurs de ces outils ou encore certains des demandeurs de leurs services. Cependant, depuis la pénurie du carburant, les détenteurs de ces petits restaurants indiquent que la clientèle a sensiblement chuté à telle enseigne qu'ils n'encaissent qu'en dessous de la moitié de l'argent qu'ils recevaient avant la pénurie du carburant. Pour cause, non seulement les stations de lavage automobile n'ont plus assez de clients, mais aussi les nettoyeurs de véhicules et motos ont diminué. Et ce sont ces derniers qui constituaient le gros de la clientèle de ces petits restaurants. Une situation qui ne favorisait pas la survie des familles, de ceux qui œuvrent sur ces stations de lavage automobile en matière de restaurants. Plusieurs motos et véhicules sont garés suite au manque de carburant. Certains de ces restaurants ont dû abandonner de cuisiner pour ne pas travailler à perte. Ces détenteurs de petits restaurants dans les parages des stations de lavage automobile, de même que ceux qui y prestent, plaident tous pour la disponibilité du carburant afin que leur métier soit redynamisé. Je vous le disais en titre, célébration ce samedi 7 mai de la Journée mondiale des orphelins du sida. Cette journée est un événement organisé pour sensibiliser le public et les gouvernements à la détresse des orphelins du sida. L'objectif de l'association François-Xavier Bagnou, initiatrice de cette journée, est de donner un futur aux orphelins du sida en les réintégrant dans la société. L'association François-Xavier Bagnou aide les enfants victimes du sida à se construire une place dans la société au travers des programmes de développement communautaire durable. Pourtant, cette aide semble concerner une partie des gens. En effet, les enfants orphelins du sida ne bénéficient pas de l'aide des ONG concernées au camp d'Onduta situé en Tanzanie. Ces enfants sont traités de la même manière que ceux qui souffrent d'autres maladies chroniques. Le point avec Elvis Nyomonge. Les enfants orphelins du sida existent au camp d'Onduta situé en Tanzanie. Selon un réfugié de ce camp d'Onduta, certains orphelins ont été affectés à partir du Burundi, d'autres à partir du camp. Il y en a ceux qui sont nés au Burundi et d'autres qui sont nés ici au camp. Ils bénéficient tous de l'aide de l'ONG, mais je ne sais pas le nombre exact. Ces enfants orphelins du sida ne bénéficient pas de l'aide spécifique. Ils sont assistés comme les autres orphelins qui vivent avec des maladies chroniques, des handicapés et les vieillards. Ils ne bénéficient pas de l'aide spécifique. Ils bénéficient d'une aide comme celle de ceux qui souffrent de maladies chroniques et les handicapés. Ce camp d'Onduta abrite environ 60 000 Burundais. À l'occasion de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida l'année dernière, l'ONG MSF faisait état de 600 personnes affectées par le VIH-Sida au camp d'Onduta. Merci à toi Elvis Nyomungiri. Au camp d'Onaki Valley, la situation est pire car le traitement des orphelins du sida et des veuves séropositives est lamentable. Les réfugiés burundais de ce camp déplorent le fait qu'aucune aide ou encadrement spécifique ne leur est réservé. Les détails avec Dani Claire, il la trouve. Au camp de réfugiés de Nakival qui abrite les réfugiés burundais, les orphelins du sida et les veuves sidéennes vivent dans des conditions difficiles. Selon notre source, ça fait pas mal de temps que cette catégorie de réfugiés ne bénéficie plus de traitement de faveur par rapport à l'alimentation. Une information confirmée par un des responsables du camp. En fait, si tu n'es pas malade, tu ne peux pas être assisté. On apporte de l'aide à ceux qui souffrent uniquement. Si tu es orphelin, tu ne bénéficies de l'aide que lorsque tu es hospitalisé. Mais si tu n'es pas malade, même si tes parents seraient séropositifs, tu n'es pas assisté. Cette assistance existait bien avant et on leur donnait de la bouillie, du sucre et des savons, mais plus maintenant, peut-être parce que le nombre a augmenté. Cette façon de les traiter de la même manière que les autres réfugiés est à l'origine de multiples problèmes qu'ils endurent, comme par exemple la dépression et quelquefois la mort qui s'ensuivent. Ils ont bien sûr des problèmes liés au manque de nourriture, manque de frais scolaires, manque d'habitation saine.
Souvent, les malades du sida qui ne sont pas bien assistés en meurent ou se retrouvent dans un état de dépression. Les réfugiés burundais du camp de Nakival demandent au commissariat pour les réfugiés de faire en sorte que cette catégorie de réfugiés soit assistée adéquatement. Merci également à toi, Dani-Claire Hilatkoum. À présent, je vous invite à suivre le mini-magazine au cœur de la société qui se penchera justement aujourd'hui sur les problèmes qui hantent les orphelins du sida. Au cœur de la société vous est présenté par Marie-Ange Hilakoum. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. La journée mondiale des orphelins du sida est observée chaque année le 7 mai pour sensibiliser et plaidoyer en faveur des enfants rendus orphelins par le VIH-Sida. Selon les données de l'ONU-SIDA, en 2020, le Burundi comptait plus de 73 000 orphelins du sida. Quels sont les défis dont ces orphelins font face aujourd'hui? Est-ce que la société fait sa part pour protéger ces jeunes vulnérables pour la plupart? Quel est le rôle que joue le gouvernement dans l'encadrement des orphelins du sida? Voilà sur quoi va porter ce mini-magazine au cœur de la société de ce 7 mai 2022. Marie-Ange Hilakodze est à la présentation. Bienvenue. Le premier secours aux enfants orphelins est normalement apporté par la famille élargie, ce qui n'est pas du tout facile dans notre pays, surtout que la plupart des ménages sont généralement débordés par la pauvreté et souvent incapables de subvenir aux besoins les plus fondamentaux de leurs propres enfants même. Un orphelin du sida qui a créé aujourd'hui une association pour aider les autres orphelins victimes de ce fléau a confié à nos confrères de la radio Inzamba et de la télévision Renaissance qu'au Burundi, les orphelins du sida sont presque laissés pour compte. Le projet du Fonds mondial a pour but d'appuyer le gouvernement dans son programme de lutte contre le sida. L'argent qui est entré dans les caisses communautaires a fortement diminué. Cela a eu des conséquences sur la prise en charge communautaire qui, désormais, ne fonctionne plus comme avant. Cela revient à dire que les orphelins du sida en souffrent. Ils n'obtiennent plus le minerval. Certains même abandonnent l'école. Il y en a qui ont du mal à continuer à prendre les médicaments puisqu'ils ne mangent pas convenablement. Bref, si la prise en charge communautaire ne se porte pas bien, ça influe sur la prise en charge médicale. L'autre défi est qu'aujourd'hui, l'on a tendance à négliger tout ce qui est en rapport avec le VIH. Ils sont nombreux qui considèrent que le VIH n'est plus une grande préoccupation. Même la société ne s'y implique pas suffisamment. Selon cet activiste, la persécution des orphelins du sida par leurs familles ou leurs voisins dans l'intention d'usurper des biens laissés par leurs parents reste aussi une réalité au Burundi. Des gens avec un esprit sauvage ne peuvent pas manquer. Il y a toujours des enfants dont l'héritage est détourné par des proches. Comme ces proches se disent que ces enfants n'ont pas d'autres défenseurs, ils se permettent de s'approprier l'héritage de ces enfants tout en croyant que ça va se passer inaperçu. De tels gens existent toujours. Ou alors, ils cherchent d'autres prétextes pour se débarrasser de l'enfant. Soit ils le font emprisonner, ou alors ils le chassent tout simplement de la maison. Dans ce dernier cas, l'enfant se retrouve dans la rue. Comme il n'y a pas de structure qui s'occupe de tels enfants sur toutes les collines, ça devient difficile. Les enfants qui ont plus la chance de revoir de l'assistance sont ceux que nous parvenons à identifier et pour qui nous déclarons leur cas au ministre de la Solidarité. Les événements de sensibilisation tels que la Journée mondiale des orphelins du sida ont pour objectif de s'attaquer à la propagation du VIH-Sida qui est la cause de ces difficultés dont les orphelins du sida
font face. Selon le rapport de la revue du programme VIH-Sida, hépatite et infections sexuellement transmissibles présenté ce 15 mars 2022, le Burundi a été classé premier parmi les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre en termes de performances réalisées dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida a indiqué que parmi les facteurs du succès, il y a une bonne collaboration du gouvernement et les organisations partenaires dans la prévention et le traitement du VIH. On a réussi à combattre sérieusement le sida. Pour y arriver, il a fallu la détermination de plusieurs acteurs. La Première Dame y a joué un grand rôle. Plusieurs autres acteurs ont également contribué pour arriver à ce résultat. Je citerai des associations qui s'activent dans la lutte contre le sida. Les malades eux-mêmes ont joué un grand rôle, mais également on ne pourrait pas ignorer le rôle joué par les bailleurs. Le défi dont font face aujourd'hui les orphelins du sida sont causés par la suppression de la rubrique destinée à la prise en charge communautaire des orphelins dans le budget alloué par le Fonds mondial dans la lutte contre le VIH-Sida, ainsi que l'usurpation des biens laissés par les parents des orphelins du sida par les membres de leur famille. C'est ici que prend fin ce mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Marie-Ange Ilakodze, j'étais à la présentation. Au revoir et bon week-end. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce samedi 7 mai 2022. Merci à vous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur parfaite collaboration. Ce journal vous a été présenté par Josiane Mozaneza. Je vous dis au revoir et à la prochaine.